En plateau, notre invitée Marine Braud, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes consultante indépendante en développement durable. Vous avez écrit Qui aurait pu prédire ? Leçon de 10 ans de politique écologique depuis les accords de Paris. Voilà le livre qui est paru au Petit Matin 2025. Qui aurait pu prédire, c'est la fameuse phrase bien sûr d'Emmanuel Macron que vous avez conseillé, notamment, tout comme Elisabeth Borne et l'ancienne ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, experte associée au think tank Terra Nova et vous accompagnez également les entreprises pour qu'elles adoptent des stratégies, disons, plus durables. Le gouvernement est critiqué pour son manque d'anticipation. Est-ce que nos normes, nos alertes, nos vigilances, nos politiques sont adaptées à ce que l'on vit ? Alors je pense qu'il faut différencier deux choses. La première, c'est la crise. Aujourd'hui, on traverse une crise, une canicule, et ça, on sait à peu près gérer les crises en France. Donc, depuis la canicule de 2003, qui avait fait, je vous rappelle, quand même 15 000 morts à l'époque, depuis la canicule de 2003, on a mis en place beaucoup de choses. Les plans pour gérer, pour appeler les gens les plus vulnérables. Ceux qui ont pris les transports en commun aujourd'hui ont entendu les petites annonces disant qu'il fallait se mettre au frais, qu'il fallait s'hydrater. On a appris à gérer la crise quand elle arrive. Vous avez montré dans votre sujet les parcs qui restent ouverts tard le soir puisque la nature apporte de la fraîcheur en ville. Mais ça, c'est la crise. En fait, les canicules telles qu'on en vit aujourd'hui, il va y en avoir de plus en plus souvent, de manière plus intense. Et il y a beaucoup de choses dans nos infrastructures et dans nos services qui, pour le coup, ne sont pas encore adaptées à cette nouvelle réalité. La crise de 2003 dont on parlait, cette canicule-là, elle avait eu lieu pendant l'été. Pendant l'été, les enfants, ils ne sont pas à l'école. Alors que là, en ce moment, vous avez des enfants qui sont dans des classes qui n'ont pas de volets, pas de rideaux, qui ont des grandes fenêtres en plein soleil. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas apprendre par 35-40 degrés derrière sa vitre. Avec des températures qui sont supérieures à 30 degrés dans 80% des collèges et des lycées. C'est ce que dit un syndicat ce jeudi. Ça veut dire qu'on a des infrastructures qui ne sont pas adaptées pour accueillir nos élèves. Exactement. On a beaucoup de collèges, de lycées, d'écoles qui ne sont pas adaptés aujourd'hui et où il va falloir penser à faire des rénovations, de l'isolation, ne serait-ce que des rideaux et des volets. C'est le début de l'adaptation. Mais on a aussi beaucoup de logements qui aujourd'hui ne sont pas adaptés. Il y a beaucoup de logements qui en ce moment sont des bouilloires thermiques. Et dans ces bouilloires thermiques, il habite souvent des personnes qui sont un peu plus vulnérables, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, d'avoir une résidence secondaire où ils peuvent se mettre au vert. Donc ce sont des gens qui subissent beaucoup la chaleur. On parle de combien de logements ? Des millions de logements à rénover ? Alors, on doit rénover d'ici 2050 environ 30 millions de logements. Il n'y a pas aujourd'hui 30 millions de bouilloires thermiques, puisqu'il y a différents niveaux de passoires. Les plus importants, c'est quelques millions. Mais pourquoi est-ce qu'on attend pour les rénover ? Est-ce que, bien sûr, ça coûte cher, Alors, ça mais le coûte retour cher. sur investissement, il est quand même intéressant. Ça coûte cher et c'est compliqué souvent dans la copropriété, puisque c'est difficile de faire isoler son logement juste quand c'est un seul appartement. Si vous prenez les immeubles parisiens, qui sont l'haussmannien, c'est parmi les plus belles passoires thermiques qu'on ait en France, c'est souvent les tout derniers étages. Donc, est-ce que le reste de l'immeuble a envie de faire isoler parce que c'est juste les derniers étages ? C'est un peu compliqué. Et puis, vous allez potentiellement perdre un peu de surface en intérieur. Et ceux qui ont vécu dans des logements parisiens savent que c'est difficile de perdre quelques mètres carrés en intérieur. Et après, vous avez d'autres règles, par exemple des règles d'architecture. Aujourd'hui, l'haussmannien n'a pas le droit d'avoir des volets. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui ne peuvent pas mettre en place la première recommandation qu'on donne en période de canicule, qui est fermez vos volets la journée. Est-ce que les aides publiques sont lisibles pour les Français ? On a le sentiment que ça change tout le temps. MaPrimeRénov', par exemple, qu'on Alors, pas grand-chose. Lisible, non, ça c'est sûr. Et effectivement, MaPrimeRénov', ça fait partie de ces aides qui ont énormément changé ces dernières années. Alors, il y a eu une première avancée, c'est qu'avant, on avait à la fois des subventions et à la fois du crédit d'impôt. Donc, c'était un peu compliqué. Sous le précédent quinquennat, on a simplifié ça et on a fait que des subventions, donc la création de MaPrimeRénov', qui devait donner beaucoup de visibilité. Sauf qu'en fait, on change les règles de MaPrimeRénov' tout le temps, plusieurs fois par an même. Des fois, on ouvre et on ferme le guichet parce que ça coûte très cher. Alors ça, c'est sûr. Aujourd'hui, les budgets de MaPrimeRénov', c'est plusieurs milliards d'euros chaque année pour aider les Français à rénover leur logement. Mais c'est surtout les priorités politiques qui changent. À certains moments, c'est qu'une certaine catégorie de population. Parfois, c'est qu'une certaine catégorie de travaux. On a tous entendu parler des pompes à chaleur à 1 euro, de l'isolation à 1 euro. Donc, il y a des priorités politiques qui évoluent. Mais tout ça, ça fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se projeter. Quand vous réalisez des travaux de cette ampleur-là,
ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour calibrer ses travaux, récolter l'argent. Si entre le moment où vous avez commencé à établir vos travaux et le moment où vous êtes prêt à les lancer, l'aide a changé 2 ou 3 fois, si ça se trouve, vous ne les ferez pas. Besoin de stratégie à long terme. Vous travaillez, je le disais, pour les entreprises, pour les aider à mieux adapter leur stratégie environnementale. Notre rapport au travail va changer, va évoluer face à ces canicules à répétition. Ça fait partie effectivement des sujets. Aujourd'hui, dans l'univers politique, il y a la proposition d'un congé climatique, de se dire que parfois, par très forte chaleur, on doit pouvoir ne pas aller au travail. Ça dépend beaucoup. C'est porté par Marine Tondelier, qui revient d'Espagne, je crois, et qui l'a déjà mis en place. 5 jours par an. Tout à fait. Après, là aussi, il y a une grande inégalité. Il y a ceux qui sont dans des bureaux climatisés, et en fait, pour eux, il vaut encore mieux aller au bureau pendant cette période de canicule parce qu'au moins ils sont au frais la journée. Et puis de l'autre côté du spectre, il y a ceux qui sont en plein air. Il y a tous ceux qui sont dans le bâtiment, tous ceux qui sont dans le secteur agricole. Il y a 2 ans, on a eu des morts dans les champs parce que à cause des coups de chaleur. Donc c'est des conditions qui sont vraiment terribles. Aujourd'hui, la France a commencé à adopter un tout petit peu des règles là-dessus, et notamment l'obligation pour toutes les personnes, enfin pour toutes les entreprises qui font travailler des personnes en extérieur, de leur fournir une certaine quantité d'eau par jour. C'est pas forcément suffisant pour tout. Il y a aussi des horaires décalés. Je parlais tout à l'heure du secteur des travaux publics, où en fait souvent ils commencent très très tôt le matin pour éviter les moments les plus chauds de la journée. Mais c'est sûr que, comme l'éducation dont on parlait au début, ça fait partie des choses qu'il va falloir faire évoluer en profondeur, parce que les vagues de chaleur telles qu'on la connaît aujourd'hui, elles vont être amenées à se multiplier et à s'intensifier. Marine Braud, vous avez été au cœur du réacteur politique, en conseillant Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Barbara Pompili. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas, avait dit Emmanuel Macron lors de sa campagne pour sa réélection en 2022. A-t-il été écologique, ce mandat ? Alors, on a beaucoup commencé. Je vous rappelle que le Premier ministre, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, est en charge directement de la planification écologique et énergétique. Donc, on a vraiment mis ce sujet-là au plus haut niveau de la décision. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand c'est que le ministère de l'écologie face à tous les autres qui portent, on débat beaucoup des objectifs qu'on se fixe. Alors que là, on a mis les objectifs au niveau du Premier ministre. La seule chose dont on débat, c'est comment est-ce qu'on les atteint. Maintenant, je vous dis ça, c'est sûr qu'entre le portage qu'avait Elisabeth Borne, qui était vraiment profondément convaincue sur ces sujets et qui a lancé le début de la planification écologique, et ses successeurs, on voit clairement une différence de portage phénoménale. Je pense qu'après Elisabeth Borne, les premiers ministres ont soit oublié qu'ils avaient le titre, soit n'en ont pas tenu compte. Michel Barnier, Gabriel Attal, François Bayrou et Sébastien Lecornu. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu des grandes annonces et puis ça a fait pchit, le recul notamment sur les ZFE, les zones à faible émission, le recul aussi des locations de ces passoires thermiques dont on évoquait, la présence notamment à Paris, recul aussi sur la taxe carbone, ça c'était sous Édouard Philippe. Bon, on a le sentiment qu'il y a des grandes déclarations, des belles idées, puis alors dès que ça touche, dès qu'on arrive vraiment au cœur d'une mesure et que ça touche les Français, là on se dégonfle. C'est quoi le problème ? Un problème de courage politique, problème aussi que les citoyens n'adhèrent pas forcément. Le courage politique fait pas tout. On ne peut pas imposer des mesures aux Français qui refusent de manière très forte et généralisée. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on travaille sur l'acceptabilité des mesures qu'on met en œuvre. Et je pense que ça fait partie des leçons qu'on a à tirer des différents échecs et reculs que vous avez mentionnés, de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ces mesures qui sont nécessaires pour protéger les Français, et notamment pour protéger les Français contre les vagues de chaleur qu'on vit actuellement et tous les autres effets du dérèglement climatique, comment est-ce qu'on peut les rendre beaucoup plus acceptables ? Il y a évidemment un sujet de pédagogie, d'expliquer pourquoi on fait ça, mais il y a aussi tout l'accompagnement, à la fois l'accompagnement technique et financier. On parlait des aides à la rénovation, il y a l'aspect financier des aides à la rénovation, mais il y a le sujet, il faut que les gens y comprennent quelque chose, et donc il faut qu'on se mette à la hauteur aussi des gens qui vont avoir à mettre en place les dispositifs qu'on est en train de mettre en place. Mais globalement, le problème qu'on a, c'est un problème de ce que McCartney appelait la tragédie des horizons. C'est-à-dire qu'on a un horizon politique qui est très court, qui amène souvent à se poser la question de sa réélection au plus loin d'ici quelques années, alors qu'on se parle d'un problème qui nécessite des politiques qui vont durer plusieurs décennies. Donc c'est difficile de se projeter. Revenons sur la question de l'adaptation au changement climatique.
On estime qu'1 euro investi dans l'adaptation au changement climatique, c'est entre 7 et 8 euros économisés demain de dégâts évités. Sauf que l'euro investi, vous savez que vous l'investissez maintenant. Quand même. Ça peut être un slogan mais de campagne. 7 euros investis, il sort de votre poche aujourd'hui. Oui. Les 7-8 euros, ils sortiront de votre poche un jour peut-être, on ne sait pas, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Donc, on n'a pas cette même vision des horizons, alors que pourtant, quand bien même on ne s'intéresserait qu'à la dette publique, c'est un bon investissement d'investir dans l'adaptation au changement climatique. Qui aurait pu le prédire, point d'interrogation, Marine Braud, merci infiniment d'avoir été notre invitée sur France 24.